Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Au Mali, un accord a été conclu pour sécuriser le transport du carburant. Les détails dans ce journal. Au Soudan, une frappe contre un hôpital fait de nombreux morts et blessés. En France, les municipales confirment la domination de la gauche dans les grandes villes. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Nigeria, la capitale est en pleine effervescence culturelle. Abuja s'impose comme un carrefour de promotion des jeunes talents artistiques. À travers AAF Abuja Art Festival, les organisateurs entendent offrir une plateforme d'expression et d'opportunité à la nouvelle génération. Présenté comme un modèle inspirant, cet événement met en lumière la créativité émergente et ambition de structurer durablement le secteur artistique. Nous vous proposons de suivre cet extrait. Le retour de l'Abuja Alternate Festival 2026, organisé par Bluetooth Entertainment, a marqué un tournant culturel majeur dans la capitale nigériane. Depuis sa création en 2021, ce festival s'est imposé comme un havre pour les artistes hors des sentiers battus, célébrant une musique qui défie les normes conventionnelles. Les organisateurs présentent ce festival comme un modèle pour la nouvelle génération de talents, transformant des artistes émergents en de grandes stars à l'international. Ce festival a pour ambition de devenir un véritable point de rencontre pour l'art alternatif, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème musical. La première édition était principalement centrée sur les artistes. Cette édition élargit la vision. L'objectif est d'explorer comment les différents acteurs peuvent s'inscrire dans cet écosystème et ne plus considérer la musique comme un simple divertissement, mais comme une activité économique. En célébrant la scène alternative dans la capitale, nous cherchons à mettre en lumière une génération exceptionnelle de musiciens qui, au cœur de la ville, façonnent et font évoluer ce genre musical.
Des artistes comme Matela soulignent ici l'authenticité de la scène locale. La musique d'Abuja est plus intense, plus ancrée dans une approche live que du playback. Nous entretenons une relation plus directe et authentique avec notre public. Abuja joue, selon moi, un rôle clé dans la transformation actuelle de la scène musicale. Tout repose sur le soutien apporté aux artistes, notamment sur le plan financier, mais aussi sur la capacité à encourager la collaboration. Lorsque les artistes travaillent ensemble et restent ouverts les uns aux autres, cela crée une dynamique qui permet à toute la scène de progresser. Avec des dizaines de fans conquis, une qualité sonore exceptionnelle et une énergie contagieuse, ce festival s'est imposé comme un rendez-vous culturel majeur à Abuja. Autre actualité à présent, dans un contexte de tensions persistantes au Sahel, Bamako a conclu un accord avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans pour mettre fin aux attaques contre le convoi du carburant. Selon les informations disponibles, cet arrangement s'accompagne de la libération de certains détenus liés à ce groupe armé. Une décision qui soulève déjà des questions sur des conséquences en matière de sécurité et de gouvernance. Suivons ce reportage. Au Mali, les autorités ont procédé à la libération d'une centaine de djihadistes présumés du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En échange, le mouvement affilié à Al-Qaïda, connu sous son acronyme de Jenin, s'engage à ouvrir un couloir permettant le passage de convois de carburant. Depuis septembre 2025, en effet, le groupe djihadiste bloque l'acheminement des carburants vers Bamako en attaquant les convois de camions-citernes, provoquant une crise dans la capitale malienne. L'accord entre les autorités de Bamako et les djihadistes restera en vigueur jusqu'à la célébration de la fête musulmane de la Tabaski en mai. Outre des membres supposés du Jenin, des jeunes Peuls ont aussi été libérés par Bamako. Ils sont souvent assimilés aux djihadistes au Mali. Le pays d'Afrique de l'Ouest est en proie à une crise sécuritaire depuis 2012. Elle est entretenue par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi que par des gangs criminels locaux. Les différents régimes au Mali peinent à mettre fin à ces insurrections. Au Soudan, au moins 69 personnes ont été tuées et 89 autres blessées lors d'une frappe ayant visé un hôpital au Darfour. L'attaque survenue vendredi a ciblé un établissement universitaire, provoquant un lourd bilan humain. Ce drame relance les inquiétudes sur la protection des civils et des infrastructures sanitaires dans un contexte de violence persistante au Soudan. Suivons ensemble. Une frappe contre un centre de santé à Eldain, la capitale de l'État du Darfour-Est, a fait 69 morts et 89 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'attaque survenue vendredi a visé l'hôpital universitaire de la ville, faisant des victimes parmi le personnel médical, des patients et détruisant des stocks vitaux. Le Darfour, en grande partie contrôlé par les forces de soutien rapide, est régulièrement bombardé par l'armée qui cherche à les repousser du centre du pays. Les frappes de drones sur les zones civiles, écoles et hôpitaux se multiplient malgré les condamnations internationales. Les paramilitaires accusent l'armée d'être responsable de cette frappe meurtrière. Cette dernière nie toute implication. L'armée fidèle au général Al-Bourhan contrôle l'Est, le centre et le nord du Soudan. Autre actualité à présent, au Kenya, les pluies torrentielles continuent de provoquer d'importants dégâts à travers le pays. Selon le dernier bilan officiel, au moins 81 personnes ont perdu la vie ce mois-ci. Alors que les intempéries persistent dans plusieurs régions du pays, les autorités redoutent une aggravation de la situation et appellent à la vigilance face à ces inondations dévastatrices. Suivons ensemble. Un village transformé en torrent au Kenya. Les inondations provoquées par les pluies diluviennes au cours du mois ont fait 81 morts dans le pays d'Afrique de l'Est, dont 37 à Nairobi selon les autorités, détruisant environ 1200 hectares de terres agricoles. Depuis quelques jours, les eaux déchaînées de la rivière Sondu Miru ont débordé de leurs berges et ce fleuve a réellement contraint plus de 3000 familles à se déplacer. Nous avons perdu un grand nombre de terres agricoles à cause d'une érosion massive,
ainsi que les cultures que nous avions plantées, maïs, haricots, millet, légumes, pastèques, bananes et bien d'autres. À l'heure où nous parlons, des personnes ont été transférées vers plus de 8 centres d'évacuation. De nombreuses familles sont prises au piège par les inondations. Plus de 3000 d'entre elles ont été obligées de quitter leur maison dans la communauté de Nyakash. Nous sommes en train de fuir parce que l'endroit où nous vivions est gravement inondé. Nous ne savons toujours pas où nous allons trouver refuge avec nos animaux, car il n'y a aucune maison ou habitation qui ne soit pas inondée. Et donc, pour l'instant, nous ne savons toujours pas où nous réfugier avec nos animaux. De nombreuses personnes essaient de quitter les villages submergés à pied en portant ce qu'elles peuvent, alors que la montée des eaux menace des communautés. Nous sommes toujours bloqués ici. Nous ne savons toujours pas où nous allons rester. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous allons trouver refuge. Nous sommes toujours coincés dans ces eaux avec les enfants scolarisés. Vendredi soir, les autorités kenyanes ont appelé les habitants à évacuer plusieurs bidonvilles situés en aval du barrage de Nairobi. En France, les grandes métropoles françaises restent ancrées à gauche. À Paris, Lyon et à Marseille, les résultats des municipales confirment les équilibres politiques en place, tandis que l'extrême droite enregistre un score en demi-teinte. Ce scrutin du 22 offre ainsi un premier aperçu des rapports de force à l'approche des échéances nationales de 2027. Suivons ensemble. France's municipal elections have delivered one clear message tonight, and it's that the left is holding on to the major cities in France, including the capital Paris, where I'm currently standing. And behind me, left-wing supporters have just finished celebrating the victory of socialist mayor Emmanuel Grégoire. In the second largest city of France, Marseille, well, socialist Benoît Payon was also re-elected. But the left remains divided. The hard left of France Unbowed party also made quite some significant gains this Sunday, even though they were excluded from alliances, especially by the socialists during the campaign, who accused France Unbowed of anti-Semitism. The far right failed to win some of the major cities that it was targeting, including Marseille and the southern city of Toulon. But in Nice, Éric Ciotti, an ally of the far right national rally, ended up winning. President Emmanuel Macron's Renaissance Party also made some major gains, including the southwestern city of Bordeaux. But this Sunday is more than just about local politics. It is also an early sign of how the battle of France's 2027 presidential election is beginning to Après de nouvelles frappes iraniennes qui ont fait au moins 175 blessés à Arad et dans la ville stratégique de Dimona, proche d'un centre nucléaire, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé à la formation d'une coalition internationale pour contrer l'Iran. Cette offensive survient alors que la confrontation en Téhéran, les États-Unis et Israël continuent de s'intensifier. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu ce dimanche dans la ville d'Arad, frappée dans la nuit par un missile iranien. Téhéran a visé 2 villes du sud d'Israël, Arad et aussi Dimona, qui abrite un centre de recherche nucléaire. Le Premier ministre a évoqué une nuit difficile et a qualifié l'Iran de menace pour le monde entier. If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck. Près de 200 personnes ont été blessées, 11 d'entre elles se trouvent actuellement dans un état jugé critique. Alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient et que la crise énergétique mondiale s'aggrave, Donald Trump a lancé un ultimatum au régime iranien pour la réouverture du détroit d'Ormuz dans les 48 heures. Il menace sinon de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes. En réponse, Téhéran a annoncé que le détroit serait complètement fermé si le président américain mettait ses menaces à exécution. Donald Trump avait tenté quelques jours plus tôt de former une coalition internationale pour garantir le passage sans risque de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.
La plupart des pays sollicités, dont la France, ont refusé. Dernière actualité pour clôturer cette édition, alors que les opérations militaires se poursuivent, le coût du conflit grimpe à grande vitesse. Entre dépenses directes en forte hausse, pression accrue sur les budgets publics et tensions dans les grandes industries de défense, la guerre pèse de plus en plus lourd sur les finances. Pour les États-Unis comme pour Israël, la question de la soutenabilité financière devient désormais un enjeu central. Nous vous proposons de suivre ce reportage. 10 milliards d'euros en 3 semaines, avec un effort militaire massif, plus de 200 avions mobilisés dès les premiers jours, des frappes en continu, des stocks de munitions qui fondent très vite. Prenez par exemple les missiles Arrow qui font partie du bouclier antimissile israélien. Chaque missile tiré pour détruire un tir iranien, ça coûte 3 millions de dollars et Israël en aurait déjà tiré des centaines. Selon plusieurs estimations, le pays aurait déjà dépensé plus de la moitié du budget qui était initialement prévu pour une telle guerre. Le déficit, lui, s'envole. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Isaïe Télévision.